Les trois monnaies universelles. Le temps te prend ton argent, mais l'argent ne peut acheter ton temps. James Taylor, musicien. Dans toute négociation, il existe trois monnaies universelles. Les ressources, le temps et la flexibilité. Toutes ces monnaies peuvent s'échanger les unes contre les autres. Les ressources sont des biens tangibles tels que l'argent, le capital, l'or, le pétrole, etc. Les ressources sont matérielles. Vous pouvez les tenir dans votre main. Si vous voulez acheter quelques meubles, vous pouvez offrir de l'argent en échange. Si vous vendez votre voiture, l'acheteur peut, avec votre accord, vous donner un lingot d'or ou la première édition en parfait état de Tintin au pays des Soviets de 1930. Vous échangez simplement une ressource contre une autre. Le temps est la deuxième monnaie universelle. Si vous avez un travail payé à l'heure, vous échangez une certaine quantité de temps et d'effort contre une certaine quantité de ressources. Vous pouvez aussi échanger des ressources contre du temps en payant des personnes pour qu'elles travaillent, ce qui est le principe même d'un emploi, qu'il soit salarié ou indépendant. La flexibilité est la troisième monnaie universelle, souvent sous-estimée. Devenir salarié n'est pas un simple échange de ressources contre des efforts. Vous renoncez aussi à une certaine flexibilité. Il existe un accord implicite selon lequel vous n'allez pas travailler à autre chose qu'aux tâches que vous êtes censé accomplir pour votre employeur, ce qui est un coût d'opportunité, concept abordé ultérieurement, bien réel. Lorsque vous êtes en train de travailler, vous abandonnez la flexibilité qui vous permettrait de faire autre chose. Il est tout à fait possible de négocier une flexibilité plus grande ou plus réduite en l'échangeant contre des efforts ou des ressources plus importants ou plus limitées. Par exemple, vous diminuez vos efforts et augmentez votre flexibilité en travaillant à temps partiel en échange d'une diminution de vos ressources, ici votre salaire. Acheter une maison réclame moins de temps si vous prenez un crédit sur 30 ans au lieu d'épargner pour l'acheter comptant, mais au prix de ressources supplémentaires, intérêts et d'une flexibilité considérablement diminuée. Il est possible d'acquérir davantage de ressources, de temps ou de flexibilité en trouvant des compromis adéquats entre ces trois monnaies. Si vous désirez gagner plus d'argent, par exemple, sous la forme d'une hausse de salaire, vous pouvez renoncer à une partie de votre temps ou de votre flexibilité en échange. Au contraire, si vous voulez avoir plus de temps pour vous ou de flexibilité dans votre travail, vous pouvez négocier une baisse de salaire. Si votre employeur ou votre client souhaite que vous travailliez davantage, vous pouvez demander à être mieux rémunéré en contrepartie. Lorsque vous négociez, gardez à l'esprit les trois monnaies universelles et vous serez étonné de l'éventail des possibilités que vous pourrez soumettre à l'autre partie. Plus il y a de possibilités, plus il est facile d'en trouver une qui soit acceptable pour l'ensemble des parties. Les trois dimensions d'une négociation. Que faire si votre interlocuteur dit non? Telle est la première décision à prendre avant d'entamer une négociation. Ernest Bevin, ancien secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères. La plupart des gens s'imaginent qu'une négociation consiste à être assis en face d'un interlocuteur et à lui soumettre des propositions et contre-propositions. Mais cela n'est que la dernière phase du processus. Les deux autres se déroulent bien avant d'être à la table des négociations. Les trois dimensions d'une négociation sont la préparation, la conception du deal et la discussion. Comme le soulignent David Lacks et James Sebenius dans 3G Negotiation, chacune de ces phases est déterminante. En créant un environnement, concept abordé ultérieurement, favorable à la conclusion d'un marché et en préparant votre stratégie à l'avance, vous pouvez augmenter considérablement vos chances de trouver une solution mutuellement acceptable. La première phase de toute négociation est la préparation. Il s'agit de préparer le terrain pour une issue favorable. Plus vous serez capable de mettre toutes les chances de votre côté avant d'entamer les négociations, meilleur sera l'accord que vous conclurez. Qui participe à cette négociation?
Votre interlocuteur est-il disposé à échanger avec vous? Avec qui allez-vous négocier et votre interlocuteur sait-il qui vous êtes et comment vous pouvez l'aider? Que lui proposez-vous et en quoi votre offre peut-elle lui procurer un avantage? Quel est le contexte? Allez-vous présenter votre offre en personne, par téléphone ou via d'autres moyens? Quels sont les facteurs dans le contexte qui peuvent influencer la négociation? Des événements récents rendent-ils cette négociation plus importante ou moins importante aux yeux de votre interlocuteur? La préparation est l'équivalent de la structure directrice, concept abordé ultérieurement. L'environnement dans lequel s'inscrit la négociation exerce une influence considérable sur son issue, d'où l'importance de veiller à ce qu'il soit favorable à un accord avant même de se retrouver autour de la table. En réfléchissant à l'organisation, vous saurez si vous négociez avec la bonne personne, celle qui a le pouvoir, concept abordé ultérieurement, de vous accorder ce que vous souhaitez. Tout l'intérêt de cette dimension de la négociation réside dans ce travail préparatoire. Et mieux vous connaissez l'interlocuteur avec lequel vous négociez, plus vous aurez de pouvoir dans la négociation. La deuxième dimension de la négociation est la conception du deal, les termes de la proposition. Au cours de cette phase, vous mettez au point votre proposition pour vous donner toutes les chances qu'elle soit appréciée et acceptée. Qu'allez-vous proposer exactement et comment allez-vous formuler votre offre, voire le cadrage face à votre interlocuteur? Quels sont les bénéfices de votre proposition pour l'autre partie? Quelle est la seconde meilleure solution de l'autre partie et en quoi votre offre est-elle meilleure? Comment allez-vous surmonter les objections de votre interlocuteur et les barrières à l'achat, concept abordé ultérieurement? Êtes-vous prêt à faire certains compromis ou certaines concessions pour aboutir à un accord? N'oubliez pas que votre objectif est de trouver une zone d'accord, c'est-à-dire de conclure un accord qui satisfera les deux parties. En réfléchissant à l'avance à la structure de votre proposition, vous pouvez préparer plusieurs options qui, selon vous, ont toutes les chances de plaire à l'autre partie, mais dans des conditions que vous êtes prêt à accepter. Si, par exemple, vous vous attendez à ce que votre interlocuteur refuse le prix que vous lui proposez, vous devez préparer des arguments capables de le convaincre ou des options plus abordables ou d'autres offres susceptibles de mieux répondre à ses besoins. Au moment où vous entamerez les négociations, vous aurez envisagé tous les possibles. La troisième dimension d'une négociation est la discussion, c'est-à-dire le moment où vous présentez votre offre à l'autre partie, que ce soit en personne, par téléphone ou par email. Vous avez ainsi l'occasion de clarifier éventuellement certains points que votre interlocuteur ne comprend pas, de répondre à ses objections, de lever les barrières à l'achat et de l'inciter à acheter votre offre. Indépendamment de ce qui se passe au cours de la discussion, la finalité est soit « oui, nous concluons l'affaire », « non, nous ne concluons pas encore l'affaire, voici une contre-proposition ou une autre option à considérer », ou « non, nous ne concluons pas l'affaire, nous n'avons pas trouvé de zone d'accord et nous allons donc suspendre les négociations et nous réserver le droit de traiter avec quelqu'un d'autre ». La discussion se poursuit jusqu'à ce qu'un accord final soit obtenu ou que les parties décident d'abandonner les négociations. Si vous préparez à l'avance les trois dimensions d'une négociation, préparation, conception et discussion, vous aurez toutes les chances de trouver un accord favorable à votre interlocuteur et à vous-même. L'intermédiaire. Le zèle sans la connaissance est la sœur de la folie. Sir John Davis, poète, avocat et homme politique britannique. Sauf exception, la zone d'accord veille à ce que l'accord conclu profite aux deux parties. Toutefois, dans certains aspects de l'accord ou de la discussion, un gain de l'une des parties peut représenter une perte pour l'autre. Si, lors d'un entretien d'embauche, vous essayez d'obtenir un salaire plus élevé et y parvenez, toute augmentation de votre salaire est nécessairement une perte d'argent pour votre employeur. Selon la situation, ces aspects de la négociation peuvent être tendus.
Vous voulez pousser le bouchon le plus loin possible, mais si vous le poussez trop loin, vous risquez de faire échouer la négociation et de détériorer votre relation avec votre interlocuteur. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à collaborer avec quelqu'un qui peut vous aider à conclure un accord dans votre intérêt sans compromettre votre relation. Un intermédiaire est une tierce personne habilitée à négocier en votre nom. Les représentants commerciaux, les avocats, les médiateurs, les courtiers, les comptables et autres experts dans leur domaine sont des intermédiaires. Les intermédiaires compétents dans certains types de négociations peuvent vraiment vous aider à conclure le meilleur accord possible. Vous n'avez pas besoin de tout connaître du droit civil ou du droit fiscal si vous sollicitez un intermédiaire honnête et compétent. Lorsqu'un sportif professionnel négocie un contrat pour intégrer une équipe, il se fait aider par un agent et un avocat. Le rôle de l'agent est d'obtenir le salaire le plus élevé possible pour l'athlète, ce que savent pertinemment le manager et le propriétaire de l'équipe. Néanmoins, ces derniers peuvent continuer à vouloir recruter cet athlète, même si l'agent négocie ardemment. Au bout du compte, le joueur voit son salaire amélioré malgré la commission versée à l'agent. C'est la même chose avec l'avocat du joueur qui peut demander ou refuser certaines clauses dans le contrat proposé. Un avocat peut faire entendre sa voix, fort de son savoir, de son expérience et de sa compétence. L'agent et l'avocat peuvent tous les deux collaborer avec le manager et le propriétaire de l'équipe en vue d'aboutir à un accord optimal pour le joueur, sans nuire à la réputation de ce dernier. Les intermédiaires peuvent également contribuer à donner aux parties un temps de réflexion supplémentaire dans une négociation particulièrement intense. Il est souvent utile de ne pas être obligé d'avoir le dernier mot et de pouvoir dire « Je voudrais en discuter avec mon agent, comptable, avocat ». Cela évite bien des décisions précipitées ou déraisonnables. Soyez particulièrement vigilant à l'égard du billet de la récompense, concept abordé ultérieurement lorsque vous collaborez avec un intermédiaire. Car les priorités de votre intermédiaire peuvent être différentes des vôtres. Par exemple, les agents immobiliers jouent le rôle d'intermédiaire entre les vendeurs d'un bien immobilier et les acheteurs potentiels. Si vous recherchez un bien immobilier, il peut être utile de travailler avec un agent au service de l'acheteur, c'est-à-dire vous, à condition d'être attentif à son mode de rémunération. Les agents étant généralement rémunérés à la commission, ils ne touchent de commission que si une transaction est réalisée. Par conséquent, leur priorité peut être de conclure l'affaire, même si ce n'est pas une bonne affaire pour l'acheteur. Si possible, travaillez avec un intermédiaire prêt à accepter une commission forfaitaire en échange des services rendus, que l'affaire soit conclue ou non. Si votre intermédiaire est rémunéré indépendamment de l'issue de la négociation, il aura davantage intérêt à vous aider à conclure la meilleure affaire possible pour améliorer sa réputation. Ne laissez pas votre intermédiaire remplacer votre propre jugement. L'une des pires choses à faire est d'abandonner tout contrôle sur vos décisions, en particulier si vos intérêts et ceux de votre intermédiaire ne coïncident pas totalement. Plus d'un investisseur imprudent s'est vu dépouillé de ses économies en donnant carte blanche à des professionnels de l'investissement rémunérés à chaque fois qu'un titre est acheté ou vendu. En faisant tourner le compte, le courtier peut toucher des milliers d'euros de commission. Morale de l'histoire, ne laissez personne décider à votre place, notamment s'il s'agit de décisions concernant votre argent. Les intermédiaires peuvent être une ressource extrêmement précieuse à condition de savoir parfaitement comment ils seront rémunérés, de quoi ils sont responsables et comment vous comptez travailler avec eux. La résistance à la persuasion. Les ventes dépendent de l'attitude du vendeur, pas de celle du prospect. W. Clement Stone, assureur, philanthrope et auteur. Si les clients sont mal à l'aise face aux vendeurs, c'est en partie parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont subir une vente forcée ou être dupés, c'est-à-dire amenés malgré eux à accepter quelque chose qui n'est pas dans leur intérêt.
d'où leur résistance à la persuasion. Cette expérience constitue l'une des principales barrières à la vente. Lorsqu'un prospect sent que quelqu'un tente de le convaincre de ou contraindre à faire quelque chose qu'il n'est pas certain de vouloir faire, il résiste et essaie automatiquement de se soustraire à la conversation. Cela vaut particulièrement dans les situations où le vendeur tente de l'obliger à faire un choix ou limite les différentes options dont il dispose. Les psychologues appellent cette réaction la réactance, et elle apparaît dès la petite enfance. Tout parent sait à quoi s'en tenir s'il dit à son enfant qu'il ne peut pas ou doit faire quelque chose. Un client réagit à l'identique face à un vendeur qui exerce une pression sur lui pour l'obliger à acheter, cherchant instinctivement à préserver son autonomie. Et plus forte sera la contrainte exercée par le vendeur, plus forte sera la résistance du prospect. C'est pourquoi les méthodes de vente agressives ne parviennent pas à engendrer des résultats durables. La stratégie la plus efficace, à en croire le gourou de la vente, Zig Ziglar, consiste à vous présenter devant le prospect comme un assistant pour les acheteurs, à savoir quelqu'un qui est là pour l'aider à prendre une décision d'achat éclairée, la meilleure qui soit pour lui. Vous ne le forcez pas à vous donner son argent, mais vous l'aidez à avoir la certitude d'investir ses ressources le plus judicieusement possible. Cette réinterprétation, concept abordé ultérieurement, de votre rôle dans le processus de vente fonctionne. Elle supprime le sentiment de pression éprouvé par le prospect en le persuadant que vous recherchez avant tout son intérêt. Les commerciaux doivent être attentifs à deux autres signaux susceptibles de déclencher une résistance à la persuasion. Faire sentir aux clients qu'ils veulent à tout prix conclure la vente et leur courir après. Envoyer l'un de ces signaux durant le processus de vente réduit automatiquement le nombre et l'importance des transactions que vous réalisez. Si un prospect sent que vous voulez à tout prix lui caser votre produit ou votre service, son intérêt à l'égard de votre offre s'en trouve diminué en quelques secondes. Ce signal est un signal subtil qui indique que vos prospects ne trouvent pas votre offre désirable et la preuve sociale, concept abordé ultérieurement, commence à se retourner contre vous. De la même manière qu'une femme ne veut pas sortir avec un homme qui cherche désespérément une partenaire, les prospects ne veulent pas faire affaire avec un vendeur qui veut leur argent à tout prix. Vous avez tout intérêt à vous présenter comme quelqu'un qui a confiance en lui et qui croit sincèrement aux avantages de son offre. Si vous n'êtes pas réellement convaincu que votre produit ou votre service convient parfaitement au prospect et représente un bon investissement de son point de vue, trouvez quelqu'un d'autre pour vendre à votre place. Si un prospect sent que vous lui courez après, sa première impulsion sera de s'éloigner de vous. Pourchasser et être pourchassé sont des schémas comportementaux inscrits dans notre évolution et que notre cerveau primitif reconnaît très vite. Pendant des siècles, les êtres humains ont pourchassé ce qu'ils désiraient et été pourchassés par ce qui les mettait en danger. Même si dans une situation donnée, nous ne dirions pas consciemment que nous pourchassons ou sommes pourchassés, notre cerveau le remarque et réagit automatiquement. Courir après un prospect pour conclure une vente est une perte de temps et d'énergie et va à l'encontre du but recherché. Au contraire, essayez de trouver un cadrage qui encourage votre prospect à avoir l'impression que c'est lui qui vous court après. En effet, s'il ressent le besoin de se justifier, de montrer qu'il mérite de collaborer avec vous, vous êtes en position de force et avez toutes les chances de conclure la vente. Nous aborderons les autres manières dont notre cerveau primitif traite notre environnement moderne dans le syndrome de l'homme des cavernes, concept abordé ultérieurement. Pour l'instant, il est important de se rappeler que ces signaux sociaux peuvent au mieux paraître ridicules et au pire manipulateurs, mais cela ne les rend pas pour autant moins réels ou moins importants.
En comprenant comment vos prospects évaluent vos offres, vous pouvez préparer votre discours dans le but de réduire au minimum leur résistance à la persuasion et de les inciter à désirer ce que vous avez à leur proposer. Si vous avez envie d'explorer ces signaux plus en détail, je vous recommande de lire Pitch Anything d'Oren Klaff.